Bonjour, on continue la reproduction sexuée chez les angiospermes. On rappelle que dans la première partie et la deuxième partie, on a précisé le gamétophyte mâle et le gamétophyte femelle. Comment sont-ils formés et quelles sont les étapes de leur formation? Donc vous pouvez consulter ces deux parties pour suivre la troisième qui concerne, donc on va arriver à la rencontre des gamètes, c'est-à-dire la double fécondation et la formation de l'œuf. Cette partie sera subdivisée en trois sous-parties. Premièrement, ce qu'on appelle la pollinisation, en arabe al-abr. Ensuite, la germination des grains de pollen, inbat hubub al-liqah. Et après, on va arriver à la double fécondation ou bien al-irsab al-muda'af. La pollinisation. La pollinisation, c'est, comme vous voyez, c'est le transfert des grains de pollen. Les grains de pollen sont formés dans les anthères. Ces grains de pollen vont être transportés vers le pistil, c'est-à-dire ils vont se déposer sur le pistil. Cette pollinisation se fait par plusieurs agents. Donc, exemple, le vent. Donc, le vent, il va contribuer à la pollinisation. Les insectes, ici, exemple des abeilles, donc, qui portent des grains de pollen. Donc, lorsqu'il visite une fleur, donc, il va porter des grains de pollen vers une autre fleur. Et il existe aussi différents agents de pollinisation. Donc, on peut citer par exemple l'homme, les oiseaux, ainsi de suite. Bref, la pollinisation, on peut la définir comme le transfert des grains de pollen formés par des étamines. Donc, lorsque les étamines sont mûres, donc ils vont libérer des grains de pollen et ces grains de pollen vont être transportés et se déposer sur les stigmates. La pollinisation donc se fait suivant plusieurs modes. Ici, premièrement, donc chez les plantes dites unisexuées, les plantes qui n'ont que les organes mâles, les étamines, ou bien les organes femelles, les pistils. Les fleurs sont unisexuées. La fécondation ne peut se réaliser qu'entre une fleur mâle et une fleur femelle, bien sûr. Si la fleur est hermaphrodite, la fleur dite bisexuée, portant à la fois les organes mâles et les organes femelles, la pollinisation pourrait être croisée. Les grains de pollen d'une fleur passeront vers les stigmates et vers les styles d'autres fleurs. L'autofécondation, parfois des fleurs font des autofécondations et que les grains de pollen formés par cette fleur-là se poseront directement sur le stigmate de la même fleur, par quoi des fleurs qui resteront ou qui restent fermées, donc ils pourront faire des auto-pollinisations ainsi des auto-fécondations. Ici, une image observée donc avec un grossissement montrant ici le stigmate de pistil, stigmate de la fleur. On voit ici donc des grains de pollen sur le stigmate d'une fleur. C'est une pollinisation, l'arrivée des grains de pollen sur le stigmate. Après cette pollinisation, on observe ici
le stigmate d'une fleur et le début de style. C'est une coupe longitudinale d'un pistil sur lesquels les grains de pollen de la même espèce ont été déposés. Bien sûr, la pollinisation nécessite que les grains de pollen et le pistil soient de la même espèce. On observe ici les grains de pollen qui vont émettre un tube appelé un tube pollinique. Ce phénomène, on l'appelle germination des grains de pollen. Donc après le grain de pollen qui se dépose sur le pistil, il va commencer à émettre un tube pollinique. Ce tube pollinique qui va traverser le style de pistil de l'organe femelle. Ce phénomène, on appelle germination de grains de pollen. On peut ici donc voir comment se fait cette germination. Donc c'est une expérience qu'on pourra faire. Donc une étamine qui est mûre, une boîte de pétri dans laquelle on prépare un milieu nutritif, wasat mourdi, donc contenant de sucre pour nourrir les grains de pollen, une source d'énergie bien sûr, et on va secouer les grains de pollen sur la boîte de pétri. Ici, un schéma de l'expérience, donc deux expériences. Là, une boîte de pétri dans laquelle on pose des grains de pollen, et dans cette partie-là, si vous voyez, donc on met au milieu une coupe transversale d'un ovaire. On va couper l'ovaire, bien sûr l'ovaire de la même espèce, on la pose au milieu et on secoue les grains de pollen sur la boîte de pétri. Quel résultat va-t-on observer? Voilà le résultat observé après quelques heures de l'expérience. On observe au microscope des grains de pollen qui sont mis dans la boîte de pétri, qui vont faire prolonger ce qu'on appelle un tube pollinique. Quelle différence observe-t-on entre la boîte de pétri 1 et la boîte de pétri 2? Dans la boîte 1, on observe que cette germination elle est aléatoire. Donc la direction des grains de pollen, c'est une direction qui est aléatoire, c'est-à-dire qu'elle est non orientée. On voit ici les grains de pollen, les tubes polliniques vont s'orienter vers différentes directions. Par contre, dans la boîte de pétri 2, vous observez ici que tous les tubes polliniques sont orientés vers la coupe d'ovaire. Donc ici, on peut conclure qu'il y a une attraction de l'appareil reproducteur femelle. Ici, on a une coupe d'ovaire, de la germination. Donc cette attraction, on peut dire aussi c'est un chimiotactisme, donc qui va faire orienter la germination. Donc la germination, donc les grains de pollen vont germer et s'orienter vers l'ovaire. Une observation ici, ou bien une image manquante. Donc on peut, d'après cette image, refaire l'image manquante bien sûr. On peut schématiser bien sûr que les grains de pollen sont tous orientés vers le centre de la boîte de pétri. Encore, donc, un dessin d'interprétation de la photo suivante. On voit ici les grains de pollen et les tubes polliniques, donc, qui vont traverser le style. Donc, ici, sur le stigmate, en s'y dirigeant, bien sûr, donc, après le style, vers l'ovaire.
un schéma explicatif ici, donc grain de pollen, stigmate, sur lequel se déposent les grains de pollen, tubes polliniques, donc qui vont traverser le style. C'est le phénomène de la germination. Une photo microscopique maintenant, donc montrant comment se déroule la germination. On a déjà montré que le grain de pollen contient deux noyaux ou bien deux cellules. Une cellule qui est spermatogène, voilà le noyau de la cellule spermatogène, et un noyau qu'on appelle végétatif. Vous voyez ici que c'est le noyau végétatif, c'est celui qui va conduire le tube pollinique, donc c'est le responsable de la germination. Cette germination se fait donc par l'émission d'un tube pollinique. Ce tube pollinique est orienté par le noyau végétatif. Ce noyau végétatif, il est suivi au cours de prolongement par le noyau spermatogène ou bien le noyau reproducteur qui va ensuite nous donner le gamète mâle. Voilà une image donc à grossissement. Donc ici on voit le noyau végétatif, donc le voilà ici le noyau végétatif, donc montré en NV. Et ce noyau végétatif, donc il est suivi par la cellule spermatogène. Au cours de ce suivi-là, donc on voit qu'il y a une division, c'est-à-dire une mitose. Donc vous voyez ici, après donc presque la fin de la germination, donc à l'arrivée à l'ovaire, on voit ici une division, c'est-à-dire une mitose. Donc le noyau spermatogène ou bien la cellule spermatogène va se diviser en deux pour donner deux cellules reproductrices. Unité germinale mâle dans un tube pollinique. Voilà encore, donc lors de la fin de la germination, presque la fin de la germination, qu'est-ce qu'on va aboutir à voir? Voilà le grain de pollen donc qui germe, le noyau végétatif qui conduit cette germination. On a dit que le noyau végétatif il est suivi par la cellule spermatogène. Ici, la cellule spermatogène s'est divisée en deux cellules spermatogènes. Donc, on va avoir après deux gamètes mâles. Lorsque le tube pollinique, donc ici, il va arriver à l'ovaire, donc il va ainsi essayer d'entrer par le micropyle. Donc on voit ici le sac pollinique. Dans le sac pollinique, on voit ici l'osphère. L'osphère qui représente le gamète mâle. Ainsi, le tube pollinique, il va nous apporter le gamète ou bien les deux gamètes femelles parce que la cellule spermatogène, on a dit qu'il va se diviser en deux cellules spermatogènes. Et le point d'entrée, c'est le micropyle. Et l'osphère, toujours, il est situé près du micropyle. Enfin, donc, on va arriver à ce qu'on appelle la double fécondation des angiospermes. Donc ici un schéma explicatif, puisqu'on voit ici. Donc on voit ici l'osphère, voilà l'osphère avec les deux synergides et les trois antipodes et les deux noyaux du sac. Donc à l'arrivée de micropyle, le noyau végétatif va dégénérer, yanhal, et le noyau ou bien les cellules spermatogènes vont se diviser en deux cellules. Ces deux cellules vont donner deux gamètes mâles. Un gamète mâle, le voilà, il va féconder l'osphère. Donc voilà ce qu'on appelle la formation de zygote principal ou bien l'œuf principal, le bayda raïsiya. On sait bien sûr que l'osphère il est haploïde, c'est-à-dire il contient N chromosomes. La cellule spermatogène il est haploïde, il contient N chromosomes. On va avoir ici l'œuf principal 2N
diploïde. L'autre, les deux noyaux du sac. Les deux noyaux du sac sont deux noyaux haploïdes, N plus N, avec la deuxième cellule spermatogène qui forme le deuxième gamète. Ici, on a le deuxième gamète. Donc, N plus N plus N, ça nous donne 3N. Et 3N, c'est l'œuf accessoire. Donc, la double fécondation aboutira à la formation de deux œufs. Donc, un œuf principal au zygote principal, 2N, et œuf accessoire ou bien zygote accessoire qu'on appelle le bayda al-thanawiya, donc 3N. Un autre résumé, donc la double fécondation. La double fécondation nous donne ce qu'on appelle l'œuf principal et l'œuf secondaire. Vous voyez ici, donc à l'arrivée de le tube pollinique, lorsqu'il arrive, donc il va entrer par le micropyle. En entrant par le micropyle, on sait bien que la cellule spermatogène s'est divisée en deux cellules. Ce sont les deux gamètes mâles. Un gamète mâle va féconder l'osphère. Voilà l'osphère plus le gamète 1. Donc, il va donner l'œuf principal. On appelle aussi l'œuf embryon. C'est celui qui va donner l'embryon, le génine. Et le gamète A2, le gamète 2, fécondera les deux noyaux du sac et il nous donne l'œuf albumène. Donc, on a le bayda al-thanawiya. C'est ce qu'on appelle la double fécondation. Vous trouverez ainsi la formation de deux graines. Donc, de quoi la graine est-elle composée? L'œuf principal donc, va se développer par des mitoses et va donner l'embryon. Voilà l'embryon. L'embryon, il est formé par des feuilles, par un bourgeon et une tigelle et une radicule. Donc cet embryon, avec cet embryon, on trouve de la matière nutritive. Cette matière nutritive, c'est le résultat de développement de l'œuf accessoire. L'embryon et la matière nutritive donc sera enveloppé dans du tégument et nous donnera une graine. La continuité, bien sûr, sera consacrée à la germination de la graine et la formation d'une nouvelle plante qu'on appelle un sporophyte. Merci pour votre attention ici. Donc, pour bien comprendre la reproduction chez les plantes, donc il faut bien maîtriser le nom de sporophyte. Qu'est-ce qu'un sporophyte? Un sporophyte, donc bien sûr, c'est la plante. C'est celle qui va nous former ou bien nous donner la fleur. Et dans la fleur, ce sporophyte va former ce qu'on appelle les spores. On a le spore mâle et la spore mâle et la spore femelle. Ces deux spores vont donner le gamétophyte. Donc le gamétophyte, on a déjà cité qu'il y a un gamétophyte mâle et un gamétophyte femelle. Donc ce gamétophyte, bien sûr, il est haploïde. Par contre, le sporophyte ou bien l'arbre, il est diploïde. Merci de votre attention. Merci beaucoup.